la voix de la lama et c'est l'heure de l'actualité sur votre radio. Voici les titres. La mairie d'Aladin a organisé hier mardi 30 juin 2026 une séance publique de reddition de comptes consacrée à la gestion de l'occupation du domaine public. Cette rencontre a permis aux autorités communales de présenter le bilan des actions menées entre 2022 et 2026. Les directeurs et directrices des radios membres de la Fédération des radios communautaires assimilées du Bénin FERCAB ont pris part à une session le mardi 30 juin 2026 et c'est la ville de Parakou qui a servi de cadre à cette assise. Sachez également que la base aérienne de Cotonou a accueilli le mardi 30 juin la cérémonie d'adieu aux armées du général d'armée aérienne Bertin Bada qui met un thème à une carrière militaire de 43 ans. D'autres informations viendront également meubler ce journal. Sur le continent, plusieurs pays à sillonner ce soir, le Ghana, le Congo et le Mali. Les informations sportives ainsi que la page invitée seront également au rendez-vous et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique à ce microphone, Bernice Koukoudoui. Je l'annonçais dans les titres, la mairie d'Alada a organisé ce mardi 30 juillet 2026 une séance publique de reddition de comptes consacrés à la gestion de l'occupation du domaine public. Cette rencontre a permis aux autorités communales de présenter le bilan des actions menées entre 2022 et 2026, d'exposer les difficultés rencontrées dans le recouvrement des taxes et d'échanger avec les populations sur les perspectives d'amélioration. Au cours des échanges, le deuxième adjoint au maire de la commune d'Alada, Paul Armel Béji, est revenu sur les modalités d'attribution des domaines publics. Nous avons fait la reddition de comptes sur l'occupation des domaines publics. Nous avons fait ressortir ce qui nous intéressait beaucoup plus à ce niveau, qu'est comment nous attribuons les domaines publics, quelles sont les différentes formes de domaines publics, comment ça coûte d'occuper un domaine public et aussi ce que ces redevances que nous percevons sur les domaines publics, ce que cela nous sert. En termes d'occupation temporaire, lorsque le citoyen voit un espace, identifie un espace, il écrit au secrétaire exécutif et dans son courrier, non seulement il indique, mais il explique les activités qu'il voudrait faire et surtout ce qu'il voudrait installer sur le domaine public. Et à partir de cela, le SECON reçoit le courrier, il adresse ce courrier à un comité qui est mis en place à la mairie, dans laquelle il y a les cadres, il y a les élus, il y a surtout le président de la commission des affaires domaniales et environnementales. Cette commission étudie l'opportunité de mettre à disposition le domaine public de manière temporaire. Les autorités communales ont également profité de cette séance pour réaffirmer leur volonté de renforcer la transparence dans la gestion du domaine public. Elles se sont engagées à poursuivre les actions de sensibilisation, à faciliter les démarches administratives et à garantir une gestion efficace des espaces publics. On écoute à nouveau Paul Armel Béji. C'est de coutume que lorsque nous faisons une reddition de comptes, nous prenons des engagements à atteindre avant la prochaine reddition de comptes. Donc, nous avons pris l'engagement, dans un premier lieu, aller dégager les occupations illégales sur la voie qui entre dans le marché par la voie qui mène à Ouidah. Nous avons pris également l'engagement de répertorier
tous les occupants de part et d'autre des rails, qui longent les rails de l'OCBN, d'Alada jusqu'à Trinvi, parce que c'est aussi de l'occupation illégale. Et ce même problème se pose au niveau du marché, parce qu'il y a des occupations illégales qui véritablement ne nous permettent pas de bien centraliser le marché et de pouvoir limiter le marché dans son emprise. Nous avons également pris l'engagement d'associer davantage les chefs quartiers et chefs villages à l'effet de leur donner la liste des endroits que la mairie a identifiés pour des occupations de domaine public, pour leur permettre en tant qu'autorité locale à la base de suivre avec nous et de veiller sur les occupations illégales pour qu'on ne rentre plus dans des problèmes d'occupation illégale avec la population. Cette séance de reddition de comptes a connu la présence des femmes, des marchés, de la commune, des sages, des têtes couronnées, des autorités locales et de simples citoyens. Elle a également permis aux citoyens de poser leurs préoccupations et de faire des propositions afin de renforcer le dialogue entre les élus locaux et les administrés autour de la gouvernance communale. Au thème de la séance publique de reddition de comptes organisée par la mairie d'Alada, le mardi 30 juillet 2026, quelques participants livrent leurs impressions. Je suis le président des sages de l'arrondissement d'Atogon. Mes impressions sont bonnes parce que on nous a expliqué de long en large ce qu'on doit faire et ce qui doit se passer dans la commune. Je crois que de telles rencontres, si ça peut se passer périodiquement, ça serait bien. Tout le monde sera suffisamment informé de ce qu'il doit faire et de ses obligations par rapport aux questions de paiement des tasses au niveau de la mairie. Que les autorités de la mairie prennent en compte les doléances des bonnes dames, puisque c'est le problème des marchés qui sont revenus plusieurs fois, et arranger ce qui est à arranger avant de prétendre à percevoir les tasses. Sinon, c'est tout comme si elles sont laissées pour compte, mais toutes les fois, on va les bousculer pour qu'elles payent. C'est pas bien. Mes impressions sont bonnes. Et j'ai constaté que le maire, les autorités de la mairie ont besoin de l'argent pour faire le travail. Donc, c'est surtout de ça il s'agit. Sinon, et tout ce qu'ils nous ont dit, c'est aux entours. Et tout ça, la part de l'argent. Donc, la mairie a besoin de l'argent pour faire le travail. Donc, et ils ont également parlé de ceux qui ont occupé les places publiques pour faire leurs activités. Et aussi les boutiques que notre commune a. Et il a loué ça aux particuliers. Donc, ils ont besoin de l'argent pour faire le travail que la population les a commandé. Je vais les encourager à continuer comme ils disent. Faire le travail, si il va avec de brutalité, ça ne va pas marcher. Les directeurs et directrices des radios membres de la Fédération des radios communautaires et assimilés du Bénin FERCAB ont pris part à une session le mardi 30 juillet 2026. Et c'est la ville de Parakou qui a servi de cadre à cette assise. Plusieurs sujets étaient au centre des discussions, entre autres l'étude du plan stratégique de la fêtière, les précisions avec Landry Sabin Faton. Il est le directeur général du cabinet Africa Global Strategia, recruté par la fédération, et le cabinet GFA Consulting. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'ambition. L'ambition surtout de restaurer la confiance de la fédération. Et cela passe d'abord par une gouvernance renouvelée de la fédération. Et cette gouvernance renouvelée pourra permettre ainsi à la fédération
de redonner confiance aux différents bailleurs, notamment le bailleur traditionnel, le plus gros bailleur, qui est la DDC, c'est-à-dire la coopération suisse, qui actuellement est en cessation de financement auprès de la fédération. Et donc, il faut rapidement montrer des signaux de bonne foi et de bonne gouvernance. C'est d'abord le champ sur lequel nous avons travaillé, le nouveau plan stratégique. Le deuxième champ, c'est la viabilité économique et l'autonomie financière de la fédération. Il faut que la fédération soit économiquement viable et trouve des champs et des mécanismes de mobiliser aisément du financement. Vous savez, la fédération fédère plus de 50 radios, a en son sein plus de 50 radios. La fédération doit être capable de pouvoir mobiliser des ressources pour se doter des moyens de production et autres qui vont à cela et qui vont au service des radios membres. Et nous avons parlé aussi de la production. Et la fédération doit mettre l'accent sur comment mutualiser ses efforts. C'est des choses qui se font déjà au niveau de la fédération. Et nous les avons ramenées, puisqu'il faut dire que l'actuel plan stratégique 2026-2030 n'est pas un nouveau plan. On n'a pas réinventé la roue. Parce qu'il y avait déjà un plan stratégique qui avait été voté en 2023 et qui devait finir en 2027. Sauf que les dynamiques en cours ont montré que ce plan stratégique est obsolète et qu'il ne prend plus en compte un certain nombre de choses qui en cours. Donc du coup, il a été demandé d'actualiser ce plan et de refaire notre plan 2026-2030 qui prend en compte les nouvelles dynamiques sociales et les nouvelles dynamiques nationales, les nouvelles dynamiques de transition énergétique, de transition numérique actuelle en cours. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Et enfin, nous avons beaucoup plus insisté sur la place que la fédération doit avoir, et sur le plan régional, sur le plan sous-régional et au plan régional. Vous savez, la fédération a réussi à être résiliente. Malgré les problèmes en son sein, malgré les difficultés, la fédération a connu une constance tout au long de 25 ans. Et il serait intéressant que la fédération prenne le lead sur le plan régional et sous-régional et régional en Afrique comme pionnière de toutes les fêtières des radios communautaires dans la sous-région. Donc nous avons mis encore l'accent sur ça dans le plan stratégique et nous avons apporté les mécanismes, les stratégies nécessaires pour pouvoir réussir cela. Quelques informations en bref à présent. La base aérienne de Cotonou a accueilli le mardi 30 juin la cérémonie d'adieu aux armées du général d'armes aériennes Bertin Bada, qui met un thème à une carrière militaire de 43 ans. Salut au drapeau, honneur militaire et revue des troupes ont été les moments forts de la cérémonie de départ à la retraite du général aérien Bertin Bada. Plusieurs hautes autorités ont pris part à l'événement, notamment le chef d'état-major général des forces armées béninoises ainsi que le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Éducation à présent, les résultats officiels du brevet d'études du premier cycle session de juin 2026 seront proclamés le vendredi 3 juillet 2026. Pour consulter les délibérations, les candidats devront se rendre sur la plateforme officielle iresultat.bj. Une fois sur le site, il suffira de sélectionner l'examen BEPC 2026 et de saisir son numéro de table ou d'inscription pour afficher son résultat. Les autorités éducatives recommandent de privilégier uniquement ce canal officiel. Les informations africaines à présent. La main info, les informations africaines.
démarrons notre tour d'horizon par le Mali. Le Conseil national de transition du Mali a adopté à l'unanimité la loi ratifiant la création de l'Office malien des substances précieuses, selon les informations communiquées mardi 30 juin 2026 par l'institution placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette nouvelle structure est chargée de réguler et de centraliser la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Elle vise également à renforcer le contrôle de l'État sur les ressources minières, à sécuriser les flux financiers et à lutter contre les circuits parallèles. Congo-Brazzaville à présent, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD organise les 30 juin et 1er juillet à Brazzaville un dialogue régional sur la gouvernance locale, les infrastructures territoriales et l'accélération des objectifs de développement durable ODD en Afrique. Les assises regroupent une cinquantaine de leaders locaux et communautaires ainsi que des experts en développement territorial venus de 15 pays d'Afrique australe, de l'Est, du Centre et de l'Ouest avec pour objectif de repenser la gouvernance et les infrastructures territoriales. Et nous allons terminer par le Ghana. Le président ghanéen John Dramani Mahama a ordonné le déblocage immédiat de 30 millions de cedi ghanéens, soit 16 milliards de francs CFA, du fonds de réserve afin de soutenir les opérations de secours et les mesures d'atténuation à la suite des inondations qui ont touché Accra et plusieurs communautés du sud du Ghana. L'annonce a été faite le 30 juillet 2026. Cette décision intervient alors que le service des sapeurs-pompiers fait état d'un bilan provisoire d'au moins 12 décès et de nombreux ménages déplacés et des personnes portées disparues. Le gouvernement a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les populations, à soutenir les communautés touchées et à mettre en œuvre des solutions durables face aux inondations récurrentes qui affectent régulièrement le sud du pays. Les informations sportives à présent. Lama Info, impact des sports. Nous allons retrouver à présent Thomas Rundjo pour les informations sportives ce soir. Il nous parle des matchs prévus dans la soirée de ce mercredi 1er juillet 2026 dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Oui, c'est exact, Bernice. Et 2 matchs sont prévus pour cette soirée. Il s'agit de la République démocratique du Congo qui va tenter de défier l'Angleterre. Un match prévu pour 16h GMT. En deuxième rencontre, il s'agit de la République du Sénégal qui va titiller la Belgique. Toutes ces équipes sont engagées pour un titre qualificatif pour les 8e de finale. Je crois que concernant le premier match, à la mi-temps, les Congolais menaient déjà par 1-0. Nous ne ferons que souhaiter une bonne chance à nos ambassadeurs africains. Merci à vous, Thomas Rundjo. On prend rendez-vous demain pour d'autres informations sportives. On fait place maintenant à l'invité du journal. Page invité. Que faut-il savoir des salaires politiques de 1990 à nos jours? La réponse avec Marcelin Gbenoupo-Rontonji. Il est administrateur de finances à la retraite. Il est reçu par Crystal News. D'après lui, les salaires politiques sont augmentés suivant la prise des décrets par chaque gouvernement. Les salaires politiques sont des rémunérations spéciales qu'on accorde aux hommes politiques qui occupent des fonctions politiques. Généralement, ces fonctions, il y a le poste du président de la République et ses collaborateurs immédiats, le poste des ministres et leurs collaborateurs immédiats,
les postes des membres des institutions et leurs collaborateurs immédiats, bon, en gros, c'est ce que je peux dire comme ceux qui bénéficient des salaires politiques. Est-ce qu'il y a une fiche de paye spécifique pour ceux qui bénéficient de ces avantages? Bon, pour ceux qui bénéficient de ces avantages, dans un cas normal, il n'y a pas de fiche. Dans un cas normal, il n'y a pas de fiche spécifique. C'est toujours la même fiche de paye qu'on utilise pour les agents de l'État, pour les fonctionnaires. Ils ont la même fiche de paye. On n'a pas une fiche spécifique pour ceux-là. Dans la mesure où leurs salaires sont liquidés et payés par les structures du ministère des Finances. Alors, d'où est partie même l'idée d'instaurer les salaires politiques en République du Bénin? Vous savez, au temps de la révolution démocratique et populaire, les fonctions politiques étaient gratuites. Ça, c'est avant la conférence nationale. Avant la conférence nationale. Avant la conférence nationale, pendant la révolution, les fonctions politiques étaient gratuites. Donc, ceux qui occupaient les fonctions politiques étaient des fonctionnaires et non que leur salaire de fonctionnaires. Les membres du gouvernement ont leur salaire de fonctionnaires. Mais sauf que ils sont tous logés par l'État et ils bénéficient de la consommation d'eau, d'électricité et de téléphone gratuitement. Ça, c'était les fonctionnaires sous la Révolution, les fonctionnaires qui occupaient les postes politiques. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on en arrive aujourd'hui à des salaires politiques? Bon, en 1990, après la conférence nationale, il y a une idée que les gens ont répandue dans le pays, que les membres du PRPB, les révolutionnaires, qu'ils ont détourné parce qu'ils disaient que les fonctions étaient gratuites. C'est pourquoi, c'est eux, ils ont constaté qu'il y a eu des détournements parce qu'ils ne sont pas payés. Maintenant, pour mettre fin à ça, ils ont décidé d'instaurer de salaire politique pour les hommes politiques. À quelle période précisément de l'après-conférence des forces de la nation et quel était le régime qu'il a fait? C'est pendant la transition. Pendant la transition 90. C'est en novembre 1990. Pendant la transition, Soglo était le premier ministre. Absolument. Chef du gouvernement. Oui. Bon, et Kérékou, lui, il était président de la République, chef de l'État. Donc, c'est le groupe du premier ministre Soglo qui a sorti les décrets. Est-ce qu'on pourrait comprendre l'acte que Soglo a posé en novembre, pas ce décret en novembre 90, est-ce qu'on pourrait comprendre? Parce qu'on sait qu'on sort d'une crise et qu'il n'y avait pas de l'argent pour le pays. Voilà, on sortait d'une crise et Lemon était le ministre des Finances. Quand les décrets sont sortis, les décrets ont été envoyés au ministère des Finances pour leur mise en application. C'est à ce niveau-là que le syndicat de l'administration centrale du ministère des Finances a mis la main sur les décrets. Parce que les gens ont constaté que les indemnités seules pour certains membres du cabinet, les indemnités seules tournaient autour de 200 000 francs. Sans compter le salaire même, les indemnités mensuelles tournaient autour de 200 000 francs. Déjà dans le décret signé par le président Soglo, le premier ministre Soglo. Quand vous comptabilisez, c'est ça. Pendant ce temps, celui qui a la maîtrise, qui était fonctionnaire, qui a la maîtrise, son salaire tournait autour de 48 000. Il touchait même moins de 48 000. Voilà que pour les indemnités seules, on était déjà à 200 000. On était déjà à 200 000. Et c'est ça qui a fait que le syndicat a fait une démarche auprès du ministre des Finances, Lemon, pour lui expliquer les difficultés qu'on aura si on met en application ces décrets. Lemon n'a pas voulu comprendre. Il a exigé que ces décrets-là soient mis en application. Mais le syndicat les a bloqués. Mais je me rappelle très bien, il y avait le feu Mwakou Kossi Mesme, qui était journaliste de l'ORTB, a eu vent de l'information. Et il est venu voir le secrétaire général du syndicat pour lui poser la question. Le syndicat, ne voulant pas que cette information soit divulguée sur la place publique, le syndicat lui a dit qu'il n'y a pas une information pareil. Il est revenu 3 fois, mais le syndicat lui a servi la même information. C'est après que Lemon, au niveau du Haut Conseil de la République, quand il est allé présenter son dossier là-bas, qui faisait le office de l'Assemblée nationale. Voilà, que les journalistes de l'ORTB lui ont posé la question et il a lâché le morceau. C'est à partir de cet instant-là même que les choses ont commencé. Dès lors qu'on a mis l'Assemblée
en place en 1991. Première législature. La première législature. Vous allez constater que cette première législature était composée des gens de grande valeur, des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et le débat à l'Assemblée était un débat très intéressant. Parce que dans la conscience collective, c'est qu'ils vont là-bas pas pour gagner de l'argent. Pas pour gagner de l'argent. Parce que les gens, la population pensait que c'est comme au temps de la Révolution où les commissaires du peuple, les députés, n'avaient pas de salaire. S'ils étaient fonctionnaires, ils se contentaient de leur salaire fonctionnaire. Bon, les autres qui viennent, bon, ils sont, on leur paye une indemnité de déplacement ou bien pour la session. C'est tout. C'est ce que la population a cru. C'est pourquoi, quand on a fait les élections en 1991, la liste des gens qui sont bien, ces listes-là ont eu l'approbation du peuple. Parce que les gens pensaient que là-bas, ils n'ont rien à gagner. Mais à quel moment le décret a été appliqué finalement, le décret de novembre 90? De novembre 90, là, le ministère des Finances n'a pas appliqué ça. Ils ont bloqué. Mais c'est quand ils ont revu le décret à la baisse. Toujours en 1992. Ça, c'est en 1992 que le syndicat a lâché le morceau, a demandé d'appliquer et les gens ont appliqué. Maintenant, où est-ce que quand le ministère avait bloqué et ça ne passait pas au niveau des structures du ministère des Finances, où est-ce que les autres là allaient puiser de l'argent pour se faire payer? Là, mais de cet instant, en 96, Kérékou a pris les rênes. Est-ce qu'il a modifié le décret? Non, Kérékou n'a pas modifié le décret. Et après Kérékou, on a connu le régime de Boni Yayi. On a connu d'abord Kérékou de 2001 à 2006. Il n'a pas modifié. Et de 2006 à 2011 et à 2016, quelle a été la situation des salaires politiques au Bénin? D'abord, prenons de 2006 à 2011. Voilà. Ça, c'est le premier mandat de Boni Yayi. Quand Boni Yayi est venu, je pense qu'en avril 2006, lui, il a pris un autre décret. Et dans ce décret, il a fixé le salaire des membres du gouvernement à 1,7 million. Donc, il ne tient pas compte de la provenance des cadres qu'il nomme. Non, tout le monde est à 1,7 million. Voilà, c'est ce que lui l'a fait. Toujours, sous Boni Yayi, on a appris des primes d'équipement. Qu'en est-il? Voilà, par rapport à la prime d'équipement, cette prime-là a été instituée au temps du régime du président Soglo. Soglo a fixé la prime d'équipement à 500 000 francs pour les ministres qui ne sont pas logés. Si vous n'êtes pas logé par l'État, vous percevez une prime d'équipement unique de 500 000 francs. Et ça, c'est une fois que vous prenez... Même si le gouvernement, on renouvelle le gouvernement, comme vous avez déjà pris une seule fois, au temps de Soglo. Quand Kérékou est venu, Kérékou a maintenu les 500 000 francs. Au temps de Yayi? Au temps de Yayi, Yayi a multiplié les 500 000 francs par 10. Et ça a fait 5 millions. Donc, même si vous êtes ministre d'un mois, c'est que vous prenez 5 millions d'abord. Vous prenez 5 millions comme prime d'équipement. Dans le même contexte, on a eu la décentralisation. On sait que ça a fait les préfets, les maires et tout. Quel était le salaire de ces personnes ou les primes liées à ces fonctions? Non, quand on a fait la décentralisation, par rapport aux préfets, les préfets étaient des fonctionnaires. Donc, ils ont leur salaire de fonctionnaire. Bon, et le décret de novembre 1990, qui a été modifié en 92, a déjà fixé les avantages qu'il faut accorder aux préfets. Mais ils ont leur salaire de fonctionnaire. Maintenant, en ce qui concerne les maires de la décentralisation, bon, chaque mairie organise la rémunération de son maire en tenant compte du niveau de ses ressources. Et après Boni Yayi, on a connu le régime de Patrice Talon, 10 ans. Vous avez eu un décret. Quelle est la situation des salaires politiques? Vous avez essayé de documenter ça? Non, bon, vous savez, autant de régimes de la rupture ZAT qui ont servi à fixer les salaires politiques ne sont pas publiés. Donc, on ne sait pas combien chaque membre du gouvernement gagne. Alors que dans la fonction publique, les actes que l'État prend pour fixer les éléments constitutifs de rémunération de ces personnels sont publiés au journal officiel. Donc, ce n'est pas un document caché. C'est pourquoi, quand vous voyez le décret de 1990
décret de 1992, c'est mis dedans que c'est publié au journal officiel. Ce n'est pas caché. Donc on ne devait pas cacher le salaire des ministres et des autres. Voilà. Alors, vous avez l'expérience de l'administration des finances. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a instauré les salaires politiques, tout va mieux? Ceux qui ont instauré les salaires politiques, en 1990 ont dit que au temps de la Révolution, les salaires politiques n'existaient pas. C'est pourquoi ils ont dit que c'est pourquoi il y a eu beaucoup de détournements. Pour eux, les fonctions politiques étaient gratuites. Donc, c'était la porte ouverte au détournement. C'est ce qu'ils disaient. Pour pallier cette situation, ils ont instauré le salaire politique. Or, en instaurant le salaire politique, est-ce que le problème a été réglé? Le problème n'a pas été réglé. C'est sur la page invitée que nous refermons ce journal. Cyril Kwadji, Bernice Koukoudji, merci de nous avoir suivis.